Reno, au Nevada, 2 femmes non identifiées sont retrouvées mortes. Est-ce que de minuscules fibres permettront à la police de démasquer leur meurtrier? Un squelette, un sac d'emplettes et un bouton sont les seuls indices dont disposent les enquêteurs pour identifier une victime et son meurtrier. Un marin est tué sur une plage de Floride. Seule une empreinte de pneu marque le passage du coupable. Les preuves d'un meurtre échappent souvent à l'œil nu. Mais aucun meurtrier ne peut empêcher le moindre soupçon de vérité de mettre les policiers sur leur piste. Reno, au Nevada, est une ville de jeu. En février 1995, un homme prit le parti de tuer sans laisser de traces. Un vagabond fouillait dans une benne à ordures lorsqu'il fit une découverte macabre. Des agents de police de Reno se rendirent immédiatement sur les lieux et trouvèrent le corps d'une femme. Elle était ensevelie sous un tas d'ordures. Pour la police, le mythe du meurtre parfait n'existe plus. Aujourd'hui, les sciences judiciaires permettent de résoudre un cas avec les indices les plus infimes. Mais dans ce cas-ci, c'était comme si le tueur avait décidé de défier le hasard. Plutôt que de se débarrasser du corps dans le désert, où personne ne l'aurait peut-être jamais retrouvé, il en avait fait un paquet et l'avait abandonné dans une benne en espérant qu'elle serait vidée et que personne ne s'en rendrait compte. Il avait procédé de façon bien étrange. La victime avait été placée à l'intérieur de plusieurs sacs à ordures qui avaient ensuite été cousus à l'intérieur d'un sac de couchage. Le tout avait été enveloppé dans du plastique jaune retenu par une corde. C'est le détective David Jenkins qui effectua l'examen préliminaire de la dépouille. C'était très inhabituel et très élaboré comme façon d'envelopper un cadavre. Le meurtrier y avait mis beaucoup d'énergie et de temps. C'est plutôt rare que les tueurs se débarrassent ainsi d'un cadavre. Cette façon de procéder donnait déjà maintes indications à la police. Le meurtrier avait eu besoin de temps pour fabriquer cette sorte de momie, et il avait accompli cette sordide tâche dans un endroit où il était absolument seul. Pour procéder à l'identification de la victime, les détectives consultèrent les dossiers des personnes disparues. Un des cas retint leur attention. Grâce à des photos et aux empreintes digitales de la victime, les policiers déterminèrent qu'il s'agissait de Catherine Powell. Elle avait disparu le vendredi précédant la découverte du corps. Ses patrons avaient signalé sa disparition le lundi suivant, soit 3 jours plus tard, lorsqu'ils avaient constaté qu'elle ne rentrait pas travailler. Powell était institutrice dans une école élémentaire et elle était très aimée de tous, par les enfants, mais aussi par les autres employés. Dès qu'on a signalé sa disparition, tout le monde a senti que quelque chose de grave était arrivé. Ses collègues et les membres de sa famille étaient convaincus que sa disparition laissait présager une issue sinistre. On était loin de penser à une simple fantaisie de sa part.
Chez elle, les policiers ne remarquèrent aucune trace d'entrée par effraction ni de lutte. Mais lorsque les membres de sa famille arrivèrent pour examiner les lieux, ils remarquèrent que plusieurs choses avaient également disparu. Un ordinateur portable et une imprimante, une caméra et son sac à main. Pendant que les détectives fouillaient l'appartement, les experts judiciaires examinaient les indices provenant de la benne à ordures. S'il y avait le moindre indice dans les multiples enveloppes entourant le cadavre, les analystes furent incapables d'en découvrir un seul. Les enquêteurs n'avaient jamais travaillé sur un cas semblable. Le tueur avait le souci du détail, ce qui était plutôt inquiétant. Les experts concentrèrent d'abord leur attention sur la dépouille. Les cordes et les diverses enveloppes seraient analysées plus à fond ultérieurement. Les policiers ignoraient comment la victime était morte. Il n'y avait aucune trace de traumatisme sérieux sur le corps. On devrait faire appel à la criminalistique pour connaître le fond de l'histoire. Pour un œil averti, il y avait plusieurs indices révélateurs. La tâche fut confiée à l'expert Rich Berger du laboratoire judiciaire de Washoe County. Je ne me rappelle pas avoir trouvé autant d'indices potentiels lors de l'autopsie d'un corps. À plusieurs endroits, il y avait des fils bleu-vert. La victime avait aussi des fibres de tissu des pieds à la tête. En plus des fibres, Berger découvrit un fragment de métal emmêlé aux cheveux de la victime. Aucun de ces indices ne correspondait aux échantillons recueillis dans l'appartement de la jeune femme. Tout portait à croire qu'ils étaient reliés au meurtrier. Il y avait également quelques blessures révélatrices sur le corps de la victime. Elle avait été ligotée, bâillonnée et peut-être torturée. Les blessures laissaient présumer que le meurtrier était vraisemblablement un homme. Certains éléments semblaient toutefois indiquer qu'il n'avait pas agi seul. Alors que l'équipe de médecins légistes poursuivait ses recherches, le détective Jenkins passait en revue les relevés des cartes de crédit de la victime. Tout achat récent pouvait lui fournir de précieuses informations. Sa carte avait été utilisée pour l'acquisition d'une chaîne stéréo de 2000 $ le 5 février, le jour même de sa disparition. Le commis déclara qu'il s'était entretenu avec la cliente. Elle s'appelait Powell. Elle avait déclaré être Catherine Powell. Elle achetait cette chaîne pour l'offrir à sa fille à l'occasion de son mariage. Nous avions rencontré la famille de Powell et nous savions qu'elle n'avait pas d'enfants. Selon le commis, la cliente ne correspondait pas à la description de la victime. Il se rappelait également un détail important, le véhicule que conduisait sa cliente. Les détectives parvinrent à retrouver son propriétaire, un certain David Middleton, installateur de câbles. Cette piste nous a permis de concentrer nos efforts sur cet individu, plutôt que sur les seules circonstances entourant la disparition de la victime et l'utilisation de ses cartes de crédit. Les policiers interrogèrent David Middleton au sujet de Catherine Powell. Ce dernier avait récemment installé le câble dans l'appartement de Powell, mais il n'avait échangé que quelques mots. Il ignorait tout de sa disparition, de son meurtre et de ses cartes de crédit. Une vérification de ses antécédents permit à la police de constater que Middleton avait déjà été incarcéré. C'était un ex-policier. Dans l'exercice de ses fonctions à Miami, Middleton avait fait monter une jeune femme dans sa voiture de patrouille, l'avait conduite dans un endroit isolé et l'avait violée. Son insigne de policier lui avait été retiré et il avait purgé une peine de 3 ans d'emprisonnement. Après sa libération, il était parti vivre au Colorado avant de s'installer au Nevada. Sa petite amie fut accusée de fraude pour avoir utilisé la carte de crédit de Catherine Powell. Cette fraude permit à la police d'obtenir un mandat pour fouiller la résidence de Middleton. Nous avons trouvé une arme à feu.
un fusil de chasse. La loi du Nevada lui interdisait de posséder cette arme parce qu'il avait des antécédents judiciaires. Middleton fut arrêté pour possession illégale d'armes à feu, mais rien ne démontrait qu'il était impliqué dans le meurtre de Powell. De plus, aucune fibre recueillie chez lui ne correspondait à celle qu'on avait trouvée sur la victime. Middleton fut interrogé à nouveau. Cette fois-ci, il modifia sa version des événements. Il reconnut avoir eu une relation sexuelle avec Catherine Powell. Il avait passé du temps avec elle au cours d'une soirée, puis était parti pour 1 heure. Lorsqu'il était revenu, il l'avait trouvée morte. Il refusa d'en dire plus. Middleton était maintenant le suspect principal dans le meurtre de Catherine Powell. Malheureusement, les détectives n'avaient pas la moindre preuve de sa culpabilité. Au laboratoire judiciaire de Washoe County à Reno, les fibres découvertes sur le corps de Catherine Powell n'avaient pas fourni de nouvelles pistes aux enquêteurs. Dans l'espoir de trouver quelque chose, ils examinèrent à nouveau les blessures sur le corps de la victime. L'une d'entre elles retint leur attention. Elle était en forme de croissant. Il était possible qu'elle ait été causée par une morsure. Le détective Jenkins fit appel à l'odontologiste Raymond Rawson. J'ai vu quelques photos du corps qui avait été autopsié. Il y avait une blessure sur la partie gauche de sa poitrine, presque à l'aisselle. Cette blessure se démarquait des autres. Elle avait les caractéristiques d'une morsure. La police obtint un mandat l'autorisant à radiographier et à prendre un moulage de la dentition de Middleton et on envoya le tout à Rawson. Quelle pression devait exercer un individu en mordant pour laisser une telle blessure? Parfois, il y a des marques, mais il n'y a pas de blessure comme telle. Pour laisser une blessure, la pression de la mâchoire doit être d'au moins 90 kg. La douleur est insupportable et suscitera bien sûr des cris de la part de la victime. Ensuite, Rawson compara l'empreinte des dents de Middleton à la blessure de la victime. Il superposa à la photographie de la morsure la radiographie du suspect. Les deux images concordaient parfaitement. Une des dents avait des traces d'usure et cette trace était visible dans la blessure. Le lien était évident. La blessure confirmait que Middleton était en compagnie de Powell un peu avant sa mort. Une blessure aussi sévère ne pouvait pas avoir été causée lors des bas amoureux normaux. Mais cette morsure ne prouvait pas nécessairement qu'un meurtre avait été commis. Les policiers devaient trouver d'autres preuves, plus directes. La nouvelle de l'affaire se répandit. Une personne désirant préserver l'anonymat appela la police pour donner un indice potentiel. Middleton avait loué un espace d'entreposage à Sparks, tout près de Reno. Les policiers obtinrent immédiatement un mandat pour fouiller les lieux. Cette information était significative parce que, pour la première fois, nous disposions d'un endroit spécifique où il avait pu envelopper le corps et le garder pendant un certain temps en lieu sûr. À première vue, l'endroit était normal. Il y avait de nombreux objets. Partout ailleurs, les morceaux de ruban adhésif et les cordes auraient semblé des objets bien inoffensifs. Mais avec la découverte de la chaîne stéréo qui avait été payée avec la carte de crédit de la victime, on approchait vraisemblablement du but. On découvrit ensuite les objets qui avaient disparu de l'appartement de la victime. Les agents savaient que Middleton s'était déjà trouvé chez elle. Il était possible qu'il n'ait commis qu'un vol.
Quant aux menottes, elles étaient peut-être un reliquat du passé de policier de Middleton. Il était toutefois plus difficile d'expliquer pourquoi il y avait des sous-vêtements féminins déchirés et un pistolet paralysant. Les policiers s'apprêtaient à faire une autre découverte suspecte. Un réfrigérateur avait été couché sur le sol. La base du congélateur avait été découpée et on avait pratiqué des trous sur les côtés. On l'avait modifié, probablement pour pouvoir y mettre un corps. Au-dessus du réfrigérateur se trouvait un système de poulies et de cordes qui était assez solide pour supporter le poids d'un corps humain. Les détectives pouvaient à peine imaginer les perversions auxquelles le suspect s'était adonné à cet endroit. C'était une chambre de torture. Le réfrigérateur posé à plat ressemblait à un cercueil. Mais Middleton était-il détraqué au point de tuer quelqu'un? Les détectives devaient trouver un lien entre la victime et lui. Dans le réfrigérateur, ils trouvèrent des fibres bleu-vert et des cheveux humains. Ces indices leur donnèrent un peu d'espoir. Le réfrigérateur fut transporté au laboratoire judiciaire où Richburger analysa les fibres. Les fils trouvés dans l'appareil semblaient identiques à ceux recueillis sur le corps de Powell. De plus, les marqueurs génétiques des cheveux étaient semblables à ceux de la victime. Les fibres sur le corps de Powell étaient du coton à 100% bleu-vert. Elles ressemblaient à celles du frigo, qui était également du coton à 100% et de la même couleur. Aussi, le fragment de métal trouvé dans la chevelure de Catherine Powell correspondait au métal et à la peinture du congélateur. Le fragment de métal trouvé dans les cheveux de la victime provenait des perforations rudimentaires qu'on avait pratiquées dans la paroi du congélateur pour laisser passer l'air. Les enquêteurs avaient enfin trouvé le lien qu'ils cherchaient. Les micro-indices démontraient hors de tout doute que la victime s'était trouvée dans l'espace d'entreposage de David Middleton. Il était plausible de présumer que sa mort avait été causée par la suffocation. Les trous étaient trop petits pour que l'oxygène entre en quantité suffisante. Pendant que les experts tentaient de reconstituer le crime monstrueux de Middleton, ils apprirent que Powell n'était peut-être pas sa seule victime. Le 9 avril, un homme faisait une promenade avec son chien aux abords de Verdi, au Nevada. Il découvrit un squelette humain au milieu de cordes pleines de nœuds et de sacs à ordures. Les policiers apportèrent le squelette au laboratoire judiciaire où l'on compara son code génétique à celui des personnes portées disparues. Les experts disposaient déjà d'un code génétique semblable dans leur dossier. Une vérification du dossier dentaire permit de confirmer l'identité de la victime. Elle s'appelait Thelma DeVilla et travaillait dans un des casinos les plus importants du secteur. On avait signalé sa disparition le 8 août 1994, le jour même où Middleton avait loué l'espace d'entreposage. Les cordes et les sacs à ordures trouvés sur son squelette n'étaient pas sans rappeler l'état dans lequel le corps de Catherine Powell avait été retrouvé. Les nœuds fournissaient également des informations sur les dernières heures de la victime. Dans les deux cas, les nœuds étaient extrêmement serrés, ce qui indiquait que les femmes étaient en vie lorsque leurs mains et leurs pieds avaient été ligotés. Elles s'étaient débattues vigoureusement pour dénouer leurs liens avant de mourir. Nous avons analysé les nœuds des deux meurtres et les avons comparés. C'était le même type de nœud dans les deux cas. L'ADN de DeVilla fut ensuite comparé à des échantillons recueillis dans l'espace loué par Middleton. Les résultats étaient indiscutables. Tout comme Powell, elle s'était trouvée à cet endroit.
L'ADN de plusieurs autres personnes avait également été découvert au même endroit. Si David Middleton était un tueur en série, Powell et Devilla étaient ses seules victimes connues. Les derniers éléments de l'enquête se mettaient en place. On avait pu reconstituer assez nettement la séquence des événements qui avaient conduit Powell à la mort. Middleton était installateur de câbles. Il avait sans doute eu accès à son appartement en prétextant qu'il devait vérifier le fonctionnement du câble. C'est alors qu'il l'a agressée et qu'il l'a conduite à son espace d'entreposage. Une fois à destination, il l'a ligotée, brutalisée, puis enfermée dans le réfrigérateur. Elle est morte par manque d'oxygène. Middleton a ensuite méticuleusement enveloppé son cadavre dans des sacs à ordures, les a cousus dans un sac de couchage, puis a entouré le tout d'un plastique jaune retenu avec de la corde. Finalement, à la faveur de la nuit, il a jeté le corps dans la benne à ordures. Les policiers ont eu la chance que quelqu'un retrouve ce corps. Middleton n'avait sans doute pas pensé que cette benne pleine à ras-bord pouvait également attirer des clochards à la recherche de quelques trésors. Il avait été rusé, mais pas assez. Les enquêteurs avaient également découvert que Middleton avait installé le câble dans un appartement près de la résidence de Thelma Devilla la semaine précédant sa disparition. Un voisin se rappelait avoir aperçu Middleton dans les parages. Le 15 septembre 1997, un jury trouva David Middleton coupable de 2 meurtres au premier degré. Sans les preuves génétiques, les fibres, les fragments de métal, les experts et surtout le témoignage du médecin légiste, nous n'aurions eu aucune chance. Sans les micro-indices, nous n'avions rien. Les preuves étaient si convaincantes que Middleton fut condamné à 2 peines de mort par injection. Ce n'était pas le type de tueur habituel. Contrairement à la plupart d'entre eux, il était à la fois méfiant et rusé. C'est une combinaison dangereuse. Que le meurtre soit commis dans la jungle urbaine ou dans un endroit isolé en campagne, il reste toujours des indices pour raconter les événements. Le 22 mars 1988, au cœur d'une forêt au sud de Saint-Louis, commença l'enquête d'un des cas les plus mystérieux jamais rencontrés par une patrouille de l'État du Missouri. L'enquête portait sur des fragments d'ossements humains. S'agissait-il d'une sépulture ancienne ou des os d'une victime d'un meurtre récent? Il faudrait recourir aux technologies de pointe de la criminalistique pour élucider ce mystère. Les sergents Don Bezzelli, William Conway et D.W. Kreitz furent dépêchés sur la scène. J'ai reçu un coup de fil de la part du patrouilleur d'un camp scout qui m'a avisé qu'il avait découvert des ossements. Je me suis rendu à ce camp et il m'a conduit à l'emplacement de la tombe. Pendant près d'une semaine, Conway et Bezzelli fouillèrent le site avec soin. Les indices étaient rares. Un crâne et le maxillaire inférieur, quelques mèches de cheveux noirs, quelques os épars, dont certains étaient situés plusieurs mètres plus loin. D'autres portaient des marques de dents. Ils avaient probablement été rongés par des animaux. C'est une fosse peu profonde. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'ossements. Nous avons découvert quelques os plus loin dans le périmètre qui font sans doute partie du même squelette. Il va falloir analyser tout ça. Nous n'avons pas grand-chose pour le moment. Mais plus l'enquête se poursuivait, plus on découvrait des indices, notamment un sac à provisions en plastique. Nous avons d'abord pensé que nous étions dans un cimetière indien,
Mais quand nous avons commencé l'excavation de la tombe et découvert un sac à provisions fabriqué probablement entre 1979 et 1985, cela nous a réellement aidés. Un autre indice allait bientôt jouer un rôle important dans la découverte de l'identité de la victime. Il s'agissait d'un bouton de métal sur lequel était gravé le logo Tex Wood. Les semaines suivantes furent décevantes pour Conway et ses collègues. L'enquête préliminaire révéla que les ossements provenaient d'une femme de 25 à 30 ans, mère d'au moins 2 enfants. L'identification de cette victime paraissait facile compte tenu que sa dentition était en excellent état. Le crâne et les dents qui ont été trouvés n'indiquaient ni carie ni obturation, ce qui est très rare chez les Nord-Américains. Nous avons ainsi pu éliminer plusieurs dossiers de personnes disparues. Ils contactèrent l'anthropologue légiste Michael Charney de l'Université d'État du Colorado, reconnu pour son talent à identifier des individus à partir de fragments de squelettes. Ses connaissances extraordinaires lui permettent de découvrir l'âge, le sexe, la race et même de reconstituer l'apparence physique d'une personne disparue. J'ai dit « Attendez une minute ». La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une femme de race blanche. C'était une orientale, quelqu'un de souche mongoloïde, amérindienne, chinoise, japonaise, inuite ou quelque chose de genre. Charney avait tout de suite vu ce qui avait échappé aux enquêteurs. Les personnes de race blanche ou noire ont des visages relativement étroits et longs, alors que les peuples de Mongolie et d'Asie du Nord-Est ont des visages beaucoup plus larges. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient leurs recherches à partir des autres indices découverts dans la tombe. Leur attention était principalement axée sur le bouton et son étrange logo. Nous avons pensé que ce bouton serait facile à identifier à cause du mot Tex Wood qui était inscrit. Nous avons téléphoné au Texas dans l'espoir que quelqu'un là-bas saurait quelque chose. Nous avons trouvé toutes sortes de manufacturiers du nom de Tex ou Tex Wood au Texas, mais il n'y avait pas de lien possible avec le bouton. Finalement, nous avons contacté les douanes américaines et quelques heures plus tard, un agent de New York nous a rappelés. Il nous a mis en contact avec un représentant de Tex Wood, une compagnie qui fabriquait des blue jeans à Hong Kong. On les surnommait les Levi's de l'Orient. Tex Wood distribuait ses jeans exclusivement en Asie. Ce sont des jeans plus étroits et dessinés spécialement pour s'adapter au physique des Asiatiques. Le portrait de la victime commençait à prendre forme. Et plus important encore, il correspondait à ce que Michael Charney avait découvert, une femme mince, asiatique, entre 25 et 30 ans, mère d'au moins 2 enfants. Jusqu'à présent, toutes les tentatives d'identification de la victime avaient échoué. Charney leur fit une suggestion. Pourquoi ne pas tenter de recréer le visage de cette femme? La reconstitution d'un visage à partir d'un crâne est une des techniques les plus spectaculaires de l'arsenal de la criminalistique. Elle requiert avant tout une grande précision mathématique. Une série de chevilles de caoutchouc sont fixées au moulage du crâne. Ces chevilles indiquent l'épaisseur de la chair à certains points stratégiques du visage. Elles sont ensuite reliées entre elles par des languettes d'argile. Peu à peu, le visage apparaît. On place des yeux de plastique dans les orbites, ce qui redonne littéralement vie au crâne. Un modelage soigneux et l'utilisation d'une éponge humide permettront de donner une texture réaliste à la peau. Un peu de peinture, une perruque noire et voilà la transformation complétée. Pour la première fois, nous avons un aperçu du visage de la victime. Quelqu'un pouvait-il maintenant reconnaître le visage reconstitué par l'équipe de Michael Charney? Le 24 août, on publia la photo du visage dans un journal de Saint-Louis. 3 jours plus tard, 2 personnes appelaient pour signaler avoir reconnu le visage. Il ressemblait à celui de Bon Chi Naihaus. Cette mère de 2 enfants était originaire de la Thaïlande.
Ses amis ne l'avaient pas vu depuis la fin de 1983. Bunchy était l'épouse de Richard Niehaus, ancien GI dont elle avait fait la connaissance à Bangkok pendant la guerre du Vietnam. Nous avons rencontré une première fois M. Niehaus qui semblait vraiment être un citoyen très bien. Il avait une belle maison, bien entretenue. Vous savez, un honnête citoyen dans un quartier aisé. Il travaillait à temps plein et avait un revenu substantiel. Il élevait ses 2 fils qui allaient à l'église et étaient de bons élèves. Niehaus justifia l'absence de sa femme en déclarant qu'après une série de disputes en décembre 1983, elle lui avait dit qu'elle le quittait, lui et leurs 2 fils, et retournait vivre à Bangkok. Les enquêteurs doutaient de la véracité de cette histoire. Il ne leur restait plus qu'à découvrir si la victime de la forêt était bien Bunchy Niehaus. Il a été très coopératif. Il nous a même donné des photos de famille afin de nous aider dans notre enquête. Les photographies n'étaient pas idéales, mais Michael Charney fit son possible. Comme la photo avait été prise d'un certain angle, il fallait retrouver exactement le même. Malgré les difficultés qu'il eut à faire concorder le visage sur la photo et le crâne, Michael Charney fut bientôt convaincu qu'il s'agissait bien de Bunchy. Quand nous avons appris que Charney avait réussi la superposition de la photo de Bunchy Niehaus et du crâne que nous avions découvert, l'enquête a pris une toute autre tournure. Nous savions maintenant qui était notre victime, et nous avions un suspect en la personne de M. Niehaus. Les enquêteurs découvrirent rapidement une série de faits incriminants. Richard Niehaus et sa femme avaient de violentes disputes. Richard avait pris plusieurs jours de congé en décembre 1983, au moment même où sa femme avait disparu. Peu après, il avait divorcé et retiré le nom de Bunchy comme bénéficiaire de son assurance vie. La police fit également une autre découverte. Nous avons appris qu'il avait été chef scout, ce qui le reliait directement au camp où nous avions découvert les ossements. Il avait été très actif dans le mouvement scout avec ses enfants pendant plusieurs années. Richard Niehaus était devenu le suspect numéro 1. Les enquêteurs décidèrent de le convoquer pour l'interroger à nouveau. Ils choisirent le moment avec soin. Niehaus était parti pour un week-end au camp des scouts, pas très loin du lieu où le corps de sa femme avait été enterré. Les agents informèrent Niehaus que les ossements découverts avaient été identifiés comme étant ceux de sa femme. Niehaus avoua qu'il avait poussé sa femme et qu'elle était alors tombée sur la tête. Lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police, de le quitter et d'emmener les enfants avec elle, il s'était penché, avait placé sa main sur sa bouche et son nez et l'avait retenue ainsi jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Il avait ensuite caché son corps dans un congélateur. La raison pour laquelle nous ne trouvions rien dans les dossiers informatisés, c'est qu'il n'a jamais signalé sa disparition. Il avait raconté qu'il était allé la conduire à l'aéroport et qu'elle était repartie pour la Thaïlande. En fait, il l'avait assassinée, cachée dans son congélateur pendant 3 mois, puis il l'avait transportée au ranch scout pour l'enterrer. Richard Niehaus fut accusé de meurtre au 1er degré. Il purge une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le temps et les éléments avaient altéré le corps de Bunchy, ajoutant ainsi à la difficulté de retrouver son meurtrier. Mais parfois, il suffit de quelques heures pour perdre la piste à jamais. En septembre 1983, à Jacksonville, en Floride, 2 amis découvrirent avec horreur le corps d'un homme. Il gisait au pied d'une dune. Il avait des blessures importantes à la tête. Les détectives du bureau du shérif de Jacksonville répondirent rapidement à l'appel.
Il n'y avait aucune pièce d'identité sur la victime. Les seuls indices étaient une queue de billard cassée et une série d'empreintes de pas qui menaient à des empreintes de pneus dans le sable. Les policiers prirent soin de bien sauvegarder les indices et ils les recueillirent un à un. Les empreintes de pneus étaient les plus prometteuses. Leur présence était un vrai coup de chance. La pluie, une simple brise ou un mauvais pas, et elles auraient été détruites. Conserver ces empreintes était délicat. Le seul fait d'en faire un moulage pouvait les détruire à tout jamais. Les policiers firent appel au spécialiste Ernest Ham du laboratoire judiciaire régional de Jacksonville. Nous avons analysé la scène. Les empreintes de pas et de pneus ont été photographiées. Nous voulions ensuite faire un moulage parce que cela nous permet d'obtenir une représentation réelle et tridimensionnelle de l'objet qui l'a créé. Il faut verser le plâtre très lentement pour que le poids ne vienne pas détruire l'empreinte. Si les policiers perdaient cet indice, ils risquaient de ne jamais retracer le meurtrier. Une fois le plâtre sec, le moule fut soigneusement nettoyé. Maintenant, les détectives disposaient d'une représentation tridimensionnelle parfaite du pneu. Les incrustations du pneu et les marques d'usure le rendaient unique. Pendant que Ham poursuivait ses recherches, un autre passant trouva un indice sur l'identité de la victime. Le portefeuille appartenait à un marin de 21 ans qui travaillait sur un navire amarré à la base aéronavale de Mayport à Jacksonville. Un officier du navire fut appelé à la morgue. Il confirma que la victime était bien Jeffrey Michael Russell. On pratiqua ensuite une autopsie. Le jeune homme avait été battu, sans doute avec la queue de billard découverte sur la scène. Il n'y avait aucune empreinte digitale utilisable. On lui avait ensuite tiré une balle dans la tête à environ 60 cm de distance. Le médecin légiste recueillit un projectile de calibre 357 dans la tête de la victime. Les camarades de bord de Russell déclarèrent tous qu'il était apprécié. Il était sorti avec des amis la nuit de sa mort. On pouvait croire qu'il avait peut-être même trinqué avec ses meurtriers. La dernière fois qu'on l'avait vu, il quittait une fête et avait prévu faire du stop pour retourner à la base. Pendant que les policiers tentaient de reconstituer la nuit de la victime, Ham poursuivait la tâche astreignante d'identifier le pneu. Après avoir examiné des milliers de motifs, il trouva finalement ce qu'il cherchait. L'empreinte découverte sur la plage avait été faite par un pneu couramment installé sur les pick-up. Maintenant, les policiers savaient au moins ce qu'ils cherchaient, même si pour l'instant ils n'étaient guère plus avancés. Retrouver la camionnette parmi les quelques milliers de camionnettes de Jacksonville serait difficile. Mais les policiers eurent un coup de chance qui leur épargna plusieurs heures d'enquête. Un agent de police qui se trouvait sur les lieux d'un cambriolage ordonna à un conducteur suspect de se ranger le long du chemin. Ce dernier essaya de prendre la fuite, mais il fut rapidement rattrapé et arrêté. Il s'appelait Gregory Coco. Les agents examinèrent son véhicule et découvrirent une arme à feu sous son siège. L'arme réquisitionnée dans le pick-up était un revolver de calibre 357, le même calibre que celui de l'arme qui avait servi à tuer Russell. Les agents remarquèrent également que les pneus ressemblaient à ceux de l'affaire Russell.
Jusqu'à présent, les policiers avaient peu d'espoir de résoudre cette enquête. Mais tout à coup, ils disposaient d'un suspect principal et peut-être même des indices nécessaires pour prouver sa culpabilité. Il fallait maintenant tenter de prouver sa présence sur la scène du crime. Les traces de pneus étaient assurément leur meilleur atout. Un agent compara le pneu avant droit du véhicule de Cockle à une photo du manuel de motif de pneus. Les cheveux lui ont dressé sur la tête parce qu'il s'est rendu compte qu'il voyait exactement ce que nous lui avions décrit. Le travail de Ham n'était pas encore terminé. Il devait d'abord repérer la section du pneu qui avait laissé l'empreinte. Il examina le pneu millimètre par millimètre à la recherche de coupures et de traces d'usure identiques à celles qui se trouvaient sur le moulage. Ces marques et ces rainures sont produites sur le pneu quand on roule avec le véhicule. Ce sont grâce à elles que nous pouvons tirer des conclusions déterminantes lors de l'identification du pneu. Elles le rendent unique. Chaque kilomètre parcouru depuis la nuit du meurtre avait cependant eu pour effet de causer de nouvelles marques d'usure et d'altérer les plus anciennes. Même si Ham disposait du même pneu dans son laboratoire, il était peut-être déjà trop tard pour l'identification. Le meurtrier pouvait encore s'en tirer. Peut-être que l'arme de calibre 357 de Cockle était ce qui leur permettrait de boucler l'enquête. Si cette arme était celle qui avait tué le jeune marin, les enquêteurs devaient prouver que c'était Cockle qui avait appuyé sur la détente. Ham procéda à 3 analyses pour tenter de prouver que l'arme avait servi à commettre le crime. Le premier examen est un examen visuel. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres micro-indices sur l'arme avant de la soumettre à des traitements particuliers. Comme on lui avait tiré une balle à bout portant à la tête, il était possible que des tissus humains aient été projetés sur l'arme. Mais cet examen se révéla infructueux. Il n'y avait ni tissu ni sang sur l'arme. L'étape suivante consistait à y chercher des empreintes digitales. L'arme fut placée dans une boîte de verre scellée et exposée à des vapeurs de supercolle. Ces vapeurs adhèrent aux empreintes et les rendent ainsi plus faciles à examiner et à comparer. L'empreinte sur l'arme fut comparée aux empreintes de Cockle prises lors de son arrestation. Elles étaient parfaitement identiques. Cockle avait donc tenu l'arme dans sa main. Pour l'instant, on n'avait pas encore établi que c'était bien cette arme qui avait tiré le projectile meurtrier. Il faudrait procéder à des analyses balistiques pour le vérifier. Le projectile obtenu lors d'un tir d'essai fut mis sous microscope pour être comparé au projectile qui avait tué la victime. L'analyste examine les rainures et les cloisons des 2 balles. Un moniteur vidéo lui permet de voir les marques qui se trouvent sur le plomb. Si les marques s'alignent correctement, cela démontre que l'arme a tiré les 2 projectiles. C'est précisément ce qui arriva. Les rainures et les cloisons sur les 2 balles étaient identiques. Les enquêteurs disposaient donc de l'arme du crime. La poursuite venait de compléter sa reconstitution. Les événements de la dernière nuit de Russell étaient de plus en plus clairs. Le marin faisait de l'autostop pour rentrer à la base lorsque Gregory Cockle et l'un de ses amis s'arrêtèrent pour le faire monter. Mais plutôt que de conduire le jeune homme à la base, ils se rendirent à la plage où ils l'attaquèrent et lui prirent le seul dollar qu'il avait en poche. Cockle lui avait ensuite tiré une balle dans la tête.
Les crimes commis par des inconnus sont peut-être les plus difficiles à résoudre. Mais les marques sur les projectiles et les empreintes de pneus ont démontré hors de tout doute la culpabilité du meurtrier. L'analyse criminalistique a permis de les mettre en lumière et de valider l'enquête. L'arme était celle qui avait tiré le coup fatal. Les empreintes digitales appartenaient à l'individu soupçonné d'avoir commis le crime. Le fait qu'il s'agissait d'un meurtre gratuit, perpétré au hasard, influencerait certainement la sévérité de la sentence de Gregory Kokel et de son complice. Les sciences judiciaires avaient permis de prouver qu'il avait tiré la balle meurtrière. Il fut condamné à mort. Son ami fut jugé coupable de complicité pour meurtre et condamné à 14 ans d'emprisonnement. Pendant des années, seuls les indices les plus évidents pouvaient servir à la résolution d'un homicide. Aujourd'hui, les méthodes rigoureuses de cueillette d'indices et leur analyse par des experts permettent à la police de s'assurer que rien ne sera laissé au hasard.